Le Président, je crois que nous avons traité complètement le premier point. Nous pouvons passer au deuxième sujet. Le point 2, Monsieur MacDonald, c'est le 2C, pardon, le 1C. En fait, on peut regrouper les deux, le Président. Oui, faites-le ensemble. Monsieur MacDonald, le Président. Oui, allez-y. Monsieur MacDonald, je comprends. Il s'agit de l'obligation de présenter les codes ERN utilisés pour interroger le témoin. Je ne sais pas comment on peut procéder, mais je crois qu'il faut avoir une certaine flexibilité. S'il s'agit de code ERN, qui est à l'arrière-plan en quelque sorte de la transcription, par exemple, dans le cas où on a fait une capture d'écran d'une vidéo, la vidéo a déjà une code ERN, on pourrait alors l'identifier par rapport à la minute qui a été enregistrée dans Ringtail. Mais communiquer tout cela et l'insérer dans le système de e-court, eh bien, tout cela, ça prend du temps, 24 à 48 heures. Donc, il faut que le greffe nous aide, il me semble-t-il, le Président. Écoutez, ce n'est pas une question à traiter, me semble-t-il, dans une conférence de mise en état. Vous pouvez le gérer à un plus bas niveau. Monsieur MacDonald, oui, je comprends fort bien, mais parfois c'est plus facile de gérer ce genre de questions avec l'aide de la Chambre. Le Président, oui, mais non, ça ne devrait pas être ainsi puisque la Chambre ne devrait pas être obligée de décider sur tout. Chacun doit faire son travail. Monsieur MacDonald, dernier point, et je crois que nous pourrions tous être d'accord par rapport à la liste actuelle, nous préférions que les différents points soient présentés par ordre chronologique. À l'heure actuelle, les documents ont été présentés par ordre décroissant et non pas le contraire, par ordre croissant. Je ne devrais peut-être pas déranger la Chambre avec cela, mais je pense que mes confrères n'auront pas d'objection sur ce point. Il me semble qu'il vaut mieux les présenter par ordre chronologique. Merci, Monsieur le Président. Le Président, nous allons maintenant passer au deuxième point qui figure à notre ordre du jour, à savoir la question des contacts entre les témoins à double statut de témoins et de victimes, avec les représentants légaux des victimes pendant la phase de familiarisation telle que demandée par la défense de M. Gbagbo. Il me semble que nous en avons déjà parlé par le passé. D'ailleurs, une décision a été prise. Je ne sais pas quelle est la nouvelle question que vous souhaitez soulever à ce propos. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question nous semble importante et même très importante. Et il s'agit en quelque sorte de permettre que tout se passe bien. On peut aborder les choses sous l'angle de la familiarisation. La question d'une meilleure mise en œuvre du protocole de familiarisation des témoins. Tout vient du fait que votre Chambre n'a pas adopté le protocole sur la préparation des témoins. Par conséquent, tout contact entre la partie appelante et son témoin est prohibé à partir de l'arrivée du témoin au lieu du témoignage. Cela a été décidé par les juges pour éviter toute influence sur le témoin. La question a été tranchée, tout est clair. Mais il apparaît qu'il reste une faille qui, à notre avis, il faut combler. Si l'on veut que l'interdiction claire dont je viens de parler, édictée par votre Chambre, soit effective et respectée. Pour que l'interdiction de la préparation soit réelle, il faut qu'il n'y ait aucun contact entre ceux qui seraient susceptibles de préparer le témoin et le témoin.
Et voilà le point. Le protocole sur la familiarisation permet aux témoins de consulter leur conseiller juridique pendant leur séjour à la haie, ce qui ne pose pas de problème en soi. Cela ne pose un problème que dans le cas des témoins à double statut, c'est-à-dire lorsque ces témoins sont aussi des victimes autorisées à participer à la procédure. Le protocole permet des contacts entre la représentante légale des victimes et les témoins à double statut. Or, dans la mesure où la représentante légale des victimes s'est vue octroyer un rôle actif dans la procédure, qu'elle est au courant de tout, disons-le, ainsi que des éléments de preuve confidentiels, et qu'elle a dit elle-même, et nous ne discutons pas cette affirmation, c'est simplement un constat, qu'elle partageait l'objectif du procureur de voir condamner les accusés. Il nous paraît extrêmement délicat et susceptible de porter une ombre sur l'ensemble de la procédure d'autoriser de tels contacts pour les témoins à double statut, entre la LRV et le témoin. La question n'est pas de dire il pourrait y avoir préparation. La question, c'est d'éviter que quelqu'un se pose même la question pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'ombre aucune sur ce procès. C'est une question de principe. En aucune manière, la défense ne met en cause la probité des représentants des victimes. Mais la défense considère qu'il n'est pas normal que la représentante légale des victimes puisse voir certains témoins quand les parties, qui sont censées avoir plus de marge de manœuvre dans cette procédure que de simples participants, que les parties, eux, ne peuvent pas voir les témoins. On peut prendre les choses sous un autre angle pour montrer une forme d'absurdité. Si l'on laissait les choses en l'état, on peut les prendre ainsi. La représentante légale des victimes est autorisée à voir les témoins à double statut qui sont appelés par le procureur. C'est cela dont nous parlons. Mais elle n'aurait pas le droit, selon le protocole même, de voir ses propres témoins en tant que partie appelante. Vous voyez le problème? Elle peut voir les témoins du procureur, mais elle ne peut pas voir ses propres témoins puisque la partie appelante ne peut pas voir ses propres témoins. Donc, on voit bien là l'absurdité les contradictions et la nécessité d'une harmonisation, et c'est ce que nous demandons à votre Chambre, d'harmoniser dans un sens d'efficacité pour que tout soit clair et que personne ne puisse dire après il y avait un problème. C'est pour nous fondamental. Par conséquent, la défense soumet à la Chambre qu'une modification du protocole sur la familiarisation serait souhaitable afin d'assurer que la représentante légale des victimes ne puisse pas voir les témoins à double statut avant et pendant leur témoignage, pour que la question même d'une possibilité de préparation ne puisse jamais être posée par un quelconque observateur. Au-delà, ça pose la question du rôle de la représentante légale des victimes. Il n'y a aucune raison que la représentante légale des victimes ne soit pas soumise aux mêmes obligations que celles auxquelles sont soumises les parties, accusation et défense. Et je note que si l'on en restait au statu quo, non seulement les représentants légaux des victimes seraient élevés au statut de partie ou de quasi-partie, mais elle aurait même un rôle plus important que l'accusation et la défense, puisqu'elle aurait un rôle exorbitant. Elle serait en quelque sorte une super partie qui pourrait aller voir les témoins des uns et des autres, alors qu'elle n'est que participante. Donc, la suggestion de la défense, que la défense vous soumet respectueusement, ce serait de supprimer le paragraphe 33 du protocole de familiarisation. À ce propos,
Nous notons que l'UVT et l'accusation ont récemment obtenu une modification du protocole de familiarisation et qu'il n'y a aucune raison que la défense ne puisse pas, à son tour, en demander la modification, surtout quand c'est au bénéfice de tous et surtout du processus judiciaire en soi. La mise en œuvre de ces protocoles est un processus dynamique qui doit être adapté à la réalité. Il nous semble qu'il y a là une faille extrêmement, qui n'apparaît pas très béante pour l'instant, mais dans laquelle pourrait s'engouffrer un certain nombre de contestations, pourrait s'engouffrer un certain nombre de censeurs de la procédure actuelle, et ce qui représenterait un vrai danger pour le processus auquel nous participons tous. Thank you, Maître. Le président, merci, Maître Eltit. Maître Knops? Maître Knops, je n'ai pas de commentaire à ajouter. Merci, Monsieur le Président. Le procureur n'a pas de commentaire. Le représentant légal des victimes, Madame Massida. Je serai très brève, Monsieur le Président. J'ai 4 remarques à formuler. Tout d'abord, le représentant légal des victimes ne va pas voir les témoins du procureur. Les représentants légaux des victimes rencontrent des clients qui se trouvent être également des témoins de l'accusation. C'est extrêmement important de faire cette distinction, car, comme tout autre avocat dans cette salle d'audience, j'ai un certain nombre d'obligations à respecter vis-à-vis de mes clients, ce qui comprend le fait de voir mon client à chaque fois que je le juge nécessaire ou à chaque fois que mon client l'estime nécessaire. Deuxièmement, je considère que le protocole tel qu'il existe à l'heure actuelle couvre les différentes préoccupations exprimées par la défense, notamment le paragraphe 32 du document 355, son annexe, en date du 3 décembre, et je cite « En plus, la limite concernant le contact ne s'applique pas aux conseillers juridiques. L'UVT prend note du fait que le représentant légal devrait s'abstenir de tenir des discussions de fond avec le témoin sur les sujets qui seront abordés en salle d'audience ou avec les éléments de preuve ou les pièces qui devront être présentées. La discussion devrait porter uniquement sur ces éléments, devrait se faire uniquement à la fin de la déposition du témoin. Fin de citation. Il est clair, d'après cette lecture, que l'on ne saurait discuter des éléments de preuve. Le texte le dit déjà. Il n'est pas nécessaire de modifier cette décision qui est tout à fait conforme avec la pratique continue de cette Cour, tel que le protocole de familiarisation qui a été adopté. Je pense à l'affaire Bosco Taganda, les 2 affaires du Kenya, qui ont adopté exactement le même libellé. Je voudrais dire très clairement qu'en tant qu'avocat, j'ai un certain nombre d'obligations à respecter. Ce que propose mon confrère, c'est que je risquerais de violer mes obligations déontologiques. Ce n'est pas la première fois que l'on ait pu suggérer cela et je serais tout à fait reconnaissante si l'on pouvait ne plus à l'avenir faire de telles allégations. Enfin, en dernier lieu, Monsieur le Président, je me trouve dans le même contexte où pourrait se trouver mon confrère si Monsieur Gbagbo devait décider de prêter serment et de déposer devant cette Cour. Est-ce que
alors Maître Altit n'aurait plus le droit de parler à son client? Pour conclure, Monsieur le Président, nous estimons que nous avons tout à fait le droit de parler avec nos clients tout au long de la déposition. Les différentes préoccupations exprimées par la défense sont tout à fait couvertes par le protocole qui est en vigueur et qui est conforme à la pratique de cette Cour. Enfin, ce protocole n'a pas été remis en cause par la défense au moment où il aurait fallu le faire. Donc, il n'est pas nécessaire à ce stade de réexaminer la question. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Passons au point 3. Requested by the Il s'agit des questions supplémentaires eu égard, des questions supplémentaires de la part de la partie appelante. C'est la défense de M. Gbagbo qui a demandé cela. Vous avez la parole. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la défense de Laurent Gbagbo souhaiterait obtenir une clarification nécessaire concernant la question du réexamen d'un témoin par la partie appelante. C'est une question très simple, et de cette manière, il nous semble que les parties pourraient savoir exactement, précisément, à quoi s'en tenir pour la suite du procès. Permettez-moi de rappeler que la décision sur la conduite des débats indique que le réexamen par la partie appelante n'est autorisé que lorsqu'il s'agit de questions qui ont été soulevées pour la première fois lors du contre-interrogatoire. Dans la version originale, issues raised for the first time during questioning by the non-calling party. En d'autres termes, le réexamen ne peut être l'occasion pour la partie appelante, jusqu'ici donc l'accusation, de revenir sur des points déjà abordés lors de l'interrogatoire principal ou de revenir à des questions déjà posées au cours de l'interrogatoire principal aux témoins. Lorsque nous avions soulevé cette question du réexamen, en audience le 11 février dernier, Monsieur le Président, vous sembliez aller dans le même sens que nous, lorsque vous indiquiez qu'un, et je cite, un réexamen par la partie appelante est autorisé dans la mesure où il ne concerne que des questions soulevées pour la première fois pendant l'examen par la partie non appelante. Fin de citation. Ce sont les transcrits anglais du 11 février 2016, page 45, ligne 24. J'espère avoir bien compris votre position. Si je l'ai bien comprise, alors, il convient de s'interroger sur la pratique de l'accusation lors de l'interrogatoire des 4 premiers témoins. Pour chacun de ces 4 premiers témoins, l'accusation a posé des questions lors du réexamen sur des points qui avaient déjà été soulevés lors de l'interrogatoire principal. Des points qui ne sont donc clairement pas des points qui auraient été soulevés pour la première fois lors du contre-interrogatoire. Dans ces conditions, il convient, nous semble-t-il, de demander à la partie appelante, ici l'accusation, qu'elle explique à chaque fois qu'elle compte réexaminer, qu'elle explique à votre chambre, mais aussi aux autres parties et participants, à chaque fois qu'elle compte réexaminer, en quoi ce réexamen se justifierait
en quoi il porterait sur des questions non abordées lors de l'interrogatoire principal. Rappelons qu'en vertu de la décision sur la conduite des débats, vous me pardonnez, Monsieur le Président, je vais un peu lentement, parce que l'on me dit qu'il convient que j'aille lentement à cause de la traduction. Rappelons qu'en vertu de la décision sur la conduite des débats, un tel examen ne doit être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Que dans des circonstances exceptionnelles. Et donc doit être justifié préalablement. Or ici, après ces 4 premiers témoins, ce réexamen semble devenir la norme, ce qui n'est ni l'esprit ni la lettre de la décision de la Chambre. Merci. Thank you. Merci. Maître Knops. Maître Knops, je n'ai pas d'observation, si ce n'est que je dirais que je suis absolument d'accord avec le point de vue énoncé par Maître Altit. Le Président, merci. La représentante légale des victimes. Madame Assida, merci, Monsieur le Président. J'ai une observation très brève à faire avant que vous ne donniez la parole au bureau du procureur. Il me semble que la première fois qu'une question est soulevée par un témoin, il faudrait que cela soit quand même placé dans un contexte, dans le contexte, parce que voilà ce qui pourrait se passer. Lors des questions qui sont posées par la partie non appelante, il se peut que le témoin fasse référence à une question qui a déjà été soulevée par le bureau du procureur, mais d'une façon qui est nouvelle. Donc, en ce sens, la partie appelante devrait être autorisée à poser des questions supplémentaires aux témoins à ce sujet bien précis, ce qui fut le cas de Madame Pack lundi, me semble-t-il. Pourquoi? Parce que il se peut qu'il y ait un malentendu dans l'esprit du témoin qui doit être précisé, le dit malentendu, pour pouvoir préciser le point de vue du témoin et pour pouvoir faire en sorte que la vérité se manifeste dans sa déposition. Donc, voilà pour ce qui est de la précision au sujet d'une question soulevée pour la première fois. Le Président, oui, le bureau du procureur? Monsieur MacDonald, je serai très bref, Monsieur le Président. Oui, il est tout à fait logique qu'un réexamen ou des questions supplémentaires portent sur des questions qui n'ont pas été soulevées. Tout le monde le conçoit et le comprend, cela. Et chaque fois, cela s'est passé sous la maîtrise de la Chambre et cela a été accepté. Donc, je pense que c'est un faux problème. Et je voulais dire à Maître Altit que l'accusation demandera à poser des questions supplémentaires chaque fois qu'elle pense que cela est nécessaire. Et puis deuxièmement, pour bien préciser la situation, on dit de façon péremptoire 4 témoins, cela n'a pas été fait en bonne et due forme, blablabla, blablabla. Excusez-moi, mais vous avez eu le premier témoin. Il y a eu des questions qui ont été posées par Maître Knops à propos de quelque chose qui n'a même pas été abordé par le procureur, la présence à l'hôpital militaire. C'est seulement à ce moment-là que j'ai demandé la permission de montrer un récépissé qui faisait partie du dossier. Donc ça, c'était tout à fait nouveau. Moi, je n'ai jamais posé de question, aucune question au sujet de l'hôpital militaire ou d'un hôpital militaire. En conséquence, je pense que chaque fois nous l'avons demandé d'ailleurs, l'autorisation. Et puis je vous dirais également qu'il n'y a pas de règles, enfin il y a des règles, mais il y a quand même le pouvoir discrétionnaire. Et je peux me permettre de citer Maître Altit qui a dit nous avons certes besoin des règles, mais les règles ne doivent pas être trop strictes parce que nous sommes ici pour la manifestation de la vérité. Merci. Le Président, je vous remercie.
Alors, nous allons passer au 4e point de l'ordre du jour. Divulgation, certification par l'accusation. Cela a été soulevé par l'accusation. Je ne sais pas d'ailleurs de quoi il s'agit exactement. Il y a toujours cette question de la certification qui pose problème, visiblement. Alors, je suis très curieux de vous entendre. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Monsieur MacDonald, alors, à propos de la certification, Monsieur le Président, j'aimerais vous indiquer que il ne s'agit pas forcément des documents Ringtail, hein, mais pour les autres endroits où l'information, où l'accusation dépose les informations, l'objectif c'est que au plus tard le 3 mars, tout sera fait. La raison pour laquelle cela nous a pris un peu plus de temps qu'escompté, c'est parce que, Monsieur le Président, nous avons dû commencer le procès. Nous avons dû donc avoir ces 2-3 semaines de procédure et manifestement, tout le monde suivait de très près ce qui se passait dans le prétoire. Et maintenant, nous concentrons nos ressources, puisque maintenant nous en avons le temps. Au cours des 2 semaines à venir, nous concentrons nos ressources pour mettre un terme à cela. Alors, lorsque nous trouvons certaines choses, bon, il ne s'agit pas d'une centaine de documents. C'est en général très précis. Il s'agit de très peu de documents qui seront communiqués aussi rapidement que possible. Mais vous savez, le système n'est parfait. On n'aura jamais on ne pourra jamais avoir 100%. Mais nous allons faire en sorte que cela soit terminé au plus tard le 3 pour pouvoir présenter un dépôt d'écriture aux fins de certification. Le président. La représentante légale des victimes, pas d'observation. La défense de M. Gbagbo? Observation, monsieur. Defense. La défense de M. Blégoudet? Maître Knops. La défense non pas de Maître Knops, mais la défense de M. Blégoudet, disais-je. Excusez-moi. Maître Knops, pas d'observation, merci. Le président, très bien. Donc, nous allons passer, me semble-t-il. Je pense qu'on peut peut-être en prendre les devants. Il y a le point 7 qui ne devra pas être traité à huis clos parce qu'il va falloir passer à huis clos partiel pour les 2 autres points. Donc, je me tourne vers l'accusation. Qu'entendez-vous par les allées et venues des témoins avant que la chambre n'entre dans le prétoire? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un point d'interrogation. Enfin, moi, je m'interroge. Donc, je ne sais pas de ce dont il s'agit, mais je vous donne la parole. Je serais ravie d'entendre ce que vous entendez par cela. Monsieur MacDonald, ce que j'entends par cela? Eh bien, j'entends, Monsieur le Président, par cela que une fois que vous êtes dans le prétoire et qu'il y a un témoin qui va témoigner, vous souhaitez que le témoin soit présent dans le prétoire. Moi, je pense à l'article 68 et l'impact sur la déposition. Donc, vous avez le témoin qui est assis 5 minutes parfois avant que vous n'entriez en présence des 2 accusés. Vous savez, pour certains témoins, cela peut être extrêmement intimidant. Donc, c'est une question de logistique. Je sais, je vous importune avec cette question de logistique en soulevant cette question, mais je pense qu'il serait utile que l'huissier reste près du témoin jusqu'à ce que vous arriviez, jusqu'à ce que vous entriez, parce que le témoin, il est tout seul là-bas. Il est assis, il ou elle est assis. Parfois, lorsque vous partez du prétoire, le témoin, il est tout seul, il est assis, sans aucune aide, sans aucune assistance de personne, alors que nous savons tous pertinemment que certains témoins viennent volontiers relater leur récit, mais pour d'autres, c'est très intimidant. Le président, assez clair maintenant, mais nous ne savons pas ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas dans le prétoire et nous ne savons pas ce qui se passe lorsque nous partons du prétoire. La représentante légale des victimes, Madame Assida, nous partageons tout à fait ces préoccupations. La défense de Monsieur Gbagbo, qu'en est-il? Mr. Knops. Maître Knops? Maître Knops, pas d'observation, Monsieur le Président, merci. Le président. Donc nous prenons bonne note et nous rendrons une décision à ce sujet. Maintenant, je pense qu'il va falloir que nous passions à huis clos partiel pour aborder les points 5 et 6. Je vais demander aux interprètes quelque chose, leur demander l'autorisation. Nous allons certainement terminer en un quart d'heure. J'aimerais demander aux interprètes si nous pouvons poursuivre. D'accord, très bien, merci.
Alors, je vais maintenant demander un passage à huis clos partiel.